La Minute Rediff Radio Climat, avril 2023. En 88 aussi à travers le monde. CGC en direct sur Radio Climat, en simultané sur Facebook, en ce lundi soir, le lundi 10 avril 2023. Et comme promis, lors d'une précédente émission, nous allons continuer à vous lire une partie du livre intitulé « Dieu, la science, les preuves ». L'aube d'une révolution, des auteurs Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Et nous sommes toujours dans ce chapitre du roman noir du Big Bang. Et c'est pour continuer à vous raconter l'histoire d'Einstein. L'histoire d'Einstein, on va dire, pendant les années 30, lorsqu'il, en tant que juif, se sentait persécuté par la montée du nazisme en Allemagne. Et bien, Einstein a décidé de quitter l'Allemagne. Et donc, le 29 janvier 1931, nous voici. C'était la Minute Rediff Radio Climat, avril 2023. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Jessie, cette fois-ci vraiment en direct, en simultané sur Facebook, en ce mercredi soir, le mercredi 20 mars 2024. Et donc, comme je vous l'ai promis hier soir, nous allons continuer ce soir à rendre hommage au célèbre animateur Sylvain Augier, qui nous a quittés donc le week-end dernier. Et donc nous allons tout de suite diffuser la seconde et dernière partie de sa toute dernière interview qu'il a réalisée sur une radio FM, Radio Sommière. Donc déjà la première partie était émouvante, et là la seconde partie, en fait, en gros, c'est carrément un témoignage sur sa vie, vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de le diffuser ce soir sur Radio Climat. Encore une fois, toutes mes condoléances pour toute sa famille, encore une fois que Sylvain Augier repose en paix. Et juste avant parce que je vais pas rester trop longtemps là, je vais vous faire patienter, mais il y avait eu il y a quelques mois aussi une interview qu'il avait fait chez nos confrères Jordan Deluxe sur C8, et la question que Jordan lui avait posée, c'était qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe le jour où vous serez mort? Et il a dit qu'on n'oublie pas que j'ai aimé les gens. Voilà, et ça c'est extraordinaire. Et voilà, comme vous avez pu l'entendre peut-être hier dans la rediffusion de la première partie, quand il disait qu'il avait beaucoup côtoyé des gens comme Sœur Emmanuel, comme l'abbé Pierre, entre autres, qui lui ont expliqué que le plus important, ce n'était pas la religion, mais c'était de croire en l'existence de Dieu et à tout ce qui découle. Donc chacun l'appellera comme il veut, Dieu ou autre chose, mais franchement, ce qui compte le plus dans la vie, c'est l'amour. Voilà. Allez, bonne écoute sur Radio Climat. Seconde et dernière partie de l'interview qu'il avait réalisée sur Radio Sommière, c'était le 24 février 2024. De retour dans cette émission Une heure avec, on est toujours en compagnie de Sylvain Augier ici au temple de Lec, et on accueille autour de la table maintenant Françoise, Guillaume et Véronique pour discuter de ce livre Je reviens de loin, sorti le 12 octobre 2023 aux éditions Télémac par Sylvain Augier. Bonjour. Bonjour. La lecture du livre m'a évoqué la quête d'Ulysse. La quête d'Ulysse. D'Ulysse. Voilà, tout à fait. Le besoin d'épreuve ultime pour arriver à bon port. Mais selon votre sens à vous, est-ce que c'est plutôt le livre, c'est le déroulé d'une quête, comme moi je l'ai vécu, ou plutôt ressenti comme une bouée de sauvetage, comme vous l'avez écrit dans le livre? Écoutez, le livre, il est thérapeutique. J'y ai pensé depuis 10 ans, parce que je souffrais trop d'un mal que je connaissais pas, qui était la dépression suraiguë, dépression suicidaire, ça s'appelle comme ça. J'ai commencé à l'écrire pour moi, pour m'aider à formuler ce qui se passait en moi qui n'allait pas. Et au fur et à mesure de l'écriture, je me suis dit, et si je l'écrivais si ça pourrait servir à d'autres personnes que moi. Donc, ça a été plutôt le mythe de Sisyphe que celui de l'aventure d'Ulysse.
je repassais en permanence avec mon rocher devant la grotte, et puis ça redescendait, il fallait remonter. Et puis au bout d'un moment, le livre a pris corps, et je me suis dit qu'il valait peut-être le coup de le publier pour aider les gens qui souffrent de bipolarité, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas que ça se soigne pas, ça ne se guérit pas, mais ça se soigne, pardon. Et j'ai eu envie de le faire partager aux autres. Maintenant, est-ce que j'ai eu raison? J'en sais rien. Mais toujours est-il que je l'ai fait. Donc on va rester un petit peu dans cette lignée. C'est dès le début, vous commencez votre récit par cette scène particulièrement violente, troublante. On s'y croit, c'est troublant dans son réalisme, et c'est forcément interpellant. Pourquoi finalement vous avez commencé? Je voulais en finir. Je souffrais tellement des angoisses que me procurait cette maladie et la bipolarité que j'ai fait ce que font des milliers de gens tous les ans. Il y a 8000 suicides par an. J'ai voulu disparaître de la surface de la Terre parce que je souffrais trop. Et puis j'ai évité le train au dernier moment. Je m'étais mis devant un TGV. Et au dernier moment, j'ai fait un écart en arrière en pensant à ma femme et à mes enfants et à ceux que j'aime. Et j'ai su que je ne serais jamais pardonné. Donc j'ai été terrifié par ce que j'ai fait, mais j'ai été sauvé par mon cerveau reptilien, parce que le corps humain est bien fait. Alors je vais vous poser une question sur la peur, parce que la peur plus ou moins consciente a toujours pris une grande place dans votre vie, depuis l'enfance. Peur de ne pas être aimé, peur de la mort aussi. Et pourtant, vous avez eu une enfance heureuse, une mère aimante, une grand-mère que vous aimiez beaucoup, une grand-mère solaire. Et vous avez même intitulé un chapitre de votre livre « La peur pour tuer la peur ». Comment avez-vous vécu tout cela? Difficilement, j'ai souffert pendant des années. À 35 ans, la maladie m'a pris par derrière, m'a plus lâché. Il a fallu que je rencontre, au bout de plusieurs années, une psychiatre qui est ici, qui est à Sommières et qui dépend de l'hôpital Carremo, et qui m'a donné un traitement chimique, parce que la bipolarité, c'est une maladie du cerveau. C'est comme un diabète du cerveau. Le cerveau se met à déconner, il n'y a pas d'autre mot. Et il crée ou bien une excitation intense, ou bien un désespoir absolu que les psychiatres appellent une dépression suicidaire. Et moi, j'ai voulu en passer par là, et j'ai lu nombre de témoignages de gens, parce que je me suis beaucoup renseigné, de témoignages de gens qui sont partis comme ça, comme Virginia Woolf, comme je cherche son nom, l'écrivain Hemingway. Margot Hemingway, sa petite fille qui s'est suicidée 2 ans pile après le suicide de son grand-père. Il y a énormément de bipolaires en France. Il y en a 2 millions. Je trouve que ça fait beaucoup. 2 millions dont beaucoup ne savent pas qu'ils sont atteints par cette maladie, et beaucoup ne justifient pas leur traitement. Ils ne veulent pas prendre les médicaments qu'on leur prescrit. Moi, pour être ici à vous parler tranquillement, avec ce titre qui dit bien ce qu'il veut dire, je reviens de loin, il y a un côté miraculeux dans le fait d'être encore vivant malgré tout ça. Voilà. Et je me suis mis en tête de dompter ma peur en affrontant la peur à travers des sports extrêmes et les exploits les plus fantastiques possibles. Et ça a marché. Alors, un tournant dans votre vie, à 35 ans, comme vous l'avez évoqué à l'instant, vous avez un pied presque arraché. Et vous refusez l'amputation. Vous avez la volonté de vous battre, comme vous avez toujours eu beaucoup de volonté. Vous vous donnez des défis incroyables. En êtes-vous sorti plus fort? Oui, parce que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ça, c'est une certitude. Donc je suis sorti avec un pied greffé et pas une prothèse comme les chirurgiens auraient voulu le faire. Il était tellement abîmé ce pied que quand je soulevais ma jambe dans la montagne tout seul, le pied se balançait comme ça au pied
au bout d'une artère. Donc c'était vous dire que c'était inquiétant, ça faisait mal, et c'était surtout terrifiant, quoi. Et que les chirurgiens m'ont dit, mieux vaut une bonne prothèse qu'un mauvais pied. Et ben, je leur ai dit, je préfère un mauvais pied, je le garderai toute ma vie, mais au moins il sera là. Il est là, il me fait mal, il m'empêche de marcher comme je voudrais, mais il est avec moi, et c'est pas un bout de fer ou de plastique qui m'empêche de marcher. Voilà. Vous me disiez quoi? Je vous demandais si vous en étiez sorti plus fort. Et oui. Est-ce que ça a été une renaissance, ce défi? C'est un autre défi que celui de Ça a été une autre renaissance, pas une renaissance, mais ça a été le début d'une nouvelle vie où les petites choses avaient beaucoup d'importance et les rencontres avec les autres avaient un prix fou. J'ai interviewé Albert Jacquard, le professeur qui est mort aujourd'hui, qui était remarquable, qui avait écrit un livre qui s'appelait Dieu pour l'interrogation. Et à la fin de ce livre, il démontait, je l'ai encore avec moi, l'existence de Dieu. Et je lui ai dit, mais alors, Dieu, donc, il y a rien, il y a rien. Et il m'a répondu, si, Dieu, c'est vous et moi maintenant. Et j'ai jamais oublié ça non plus. Ça reste vrai. Et ça aide dans ces moments-là. Oui, énormément. À la lecture de l'épisode guadeloupéen, on a l'impression que c'est là où vous éprouvez brutalement la maladie, de la vie en noir et blanc, de la grotte orientée vers le nord, la grotte orientée vers le nord, comme vous avez dit. À quel moment ou à quelle occasion vous avez pu mettre un mot sur votre maladie? C'est-à-dire l'acceptez, vous? Quand je suis sorti d'une phase excitée en Guadeloupe pendant 10 jours, au moment où Florence Artaud gagnait la course de la route du Rhum, pendant une semaine, j'ai été comme un fou. J'ai eu une folie collective, j'ai dépensé tout ce que j'avais sur ma carte bleue et plus. J'ai invité tout le monde, j'ai loué des avions, des bateaux, etc. Et puis la fête s'est terminée, on est rentré en France, je suis reparti à Brest pour interviewer Jean-Louis Etienne sur son bateau, le Antarctica. Et là, je suis tombé dans ma chambre sans comprendre ce qui se passait, avec une angoisse indicible. Ça a été un moment extrêmement dur parce que j'ai pas compris ce qui se passait. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un numéro de psychiatre au hasard à Paris. Chance, quelqu'un m'a répondu et m'a donné rendez-vous pour le lundi. On était le samedi. Et quand il m'a vu, il m'a tout de suite dit, vous êtes bipolaire. Bipolaire type 1. J'étais qu'au bout de au tout début de ma souffrance. Il m'a fallu rencontrer d'autres psychiatres pour comprendre qu'un traitement existait, qu'il y avait des progrès qui avaient été faits, que je pouvais parfaitement aller consulter quelqu'un d'autre qui aurait un autre avis, ça a été le cas. Et c'est ici à Sommières, il faut croire que l'endroit est sanctifié. C'est ici que j'ai rencontré la psychiatre qui m'a donné le traitement que je prends tous les jours, matin, midi et soir, et qui me fait avoir une vie gaie, joyeuse. J'adore les rencontres, j'adore les anecdotes, j'adore les petites joies. Et je vous l'ai dit, j'ai la foi. Ça fait beaucoup d'ingrédients pour faire un homme heureux. Vous voyez, j'ai une femme merveilleuse qui me supporte, ce qui veut dire qu'elle m'aime, parce que c'est pas évident. J'ai quand même des hausses et des baisses de régime par moments qui sont violentes. Et mes enfants sont le trésor de mon cœur, quoi, évidemment. Je dis rien d'original, là. Mais disons que j'ai appris la valeur du bonheur. C'est chaque instant qui passe compte. Et il faut s'accrocher aux toutes petites joies, aux plus petites choses de la vie, si on veut rester calme, je vais dire.
Mais c'est dur de vous dire en quelques mots ma leçon du bonheur, parce que j'ai mis des années à la trouver. Il m'a fallu faire des rencontres, vous l'avez compris, faire ce métier qui était ma passion, aller à l'encontre des peurs pour les vaincre, savoir que j'en étais capable. Et je commence tout juste à 68 ans à vivre vraiment, quoi, avec une âme d'adolescent et un physique un peu plus abîmé, quoi. Voilà. Mais c'est pas grave. En fait, vous avez déjà répondu largement à la question que je voulais vous poser, mais je vous la pose quand même. Désolé. Vous êtes passé d'une foi reçue dès l'enfance, une foi sociologique, un peu infantile, à une foi adulte, mûrie, où seul compte l'amour. Mais ce passage s'est fait à travers une crise profonde, avec le sentiment que Dieu vous a abandonné. Oui. Comment la foi vous a-t-elle aidé à livrer ce combat pour rester vivant? J'ai failli ne pas rester vivant. J'aurais pas donné un autre titre à mon livre si c'était pas la vérité. Je reviens de loin. J'ai cru que ma vie allait finir avec des sensations trop fortes d'attaque de panique. Je sais pas si vous savez ce que c'est, une attaque de panique, mais c'est une horreur. C'est monstrueux. C'est un truc à se flinguer, quoi. Quand je vois quelqu'un qui a décidé d'en finir, j'ai chaque fois une pensée pour lui, parce que je sais que ça aurait pu m'arriver. Ça m'arrivera plus. Mais je suis passé pas loin. Et Dieu m'a abandonné pendant des années, en tout cas c'est ce que j'ai cru, jusqu'à ce que je finisse par le retrouver. Vous avez parlé de foi sociologique, elle était surtout enfantine, ma foi, si vous voulez. Et quand je lis Saint-Exupéry, Jacques Brel ou Joseph Pasteur, Saint-Ex a dit des phrases merveilleuses sur Dieu. Jacques Brel dit je crois que Dieu ce sont les hommes et qu'ils ne le savent pas. Et Pasteur disait un peu de Dieu éloigne de, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. Et à force de, j'ai pris beaucoup de notes, hein, j'ai des cahiers entiers. À force de prendre des notes, bah c'est devenu ce livre. Il y en aura peut-être un autre après, c'est pas impossible. Je crois avoir compris quelques secrets de la joie de vivre de gens que j'ai admirés, et comme ça, un manuel, pour revenir à elle. Voilà. Alors, vous avez été, vous l'êtes encore, un homme populaire, un animateur d'émissions de l'extrême. On a tous des souvenirs de ces émissions qui nous faisaient rêver devant la télé. Le succès de vos émissions, votre popularité, ce besoin de se dépasser, c'est une lutte contre vous-même, un besoin de reconnaissance, d'être admiré ou de partager votre passion? Pas d'être admiré, pas du tout. Partager l'émotion devant la beauté d'un soleil couchant ou d'une petite fille qui court dans la rue, d'une personne âgée à l'hôpital à qui on peut offrir un moment de liberté et de joie, mais c'est certainement pas l'envie d'être admiré qui m'a fait faire ce métier-là. La preuve en est, ça s'est arrêté d'un coup, parce que j'étais plus motivé par ce métier que j'ai fait pendant si longtemps. Je me suis mis à avoir envie d'écrire, et j'ai écrit. À tort ou à raison, j'ai écrit. À raison. C'est gentil. Mais je sais pas ce que je ferai de la journée de demain, hein. Je suis pas au courant. J'ai quelques idées, quelques coups de fil à passer, quelques personnes à rencontrer, une amie à revoir pendant plusieurs heures et à discuter peut-être de projets, en tout cas d'amitié. Je remplis mon temps avec des choses qui paraissent ridicules et pourtant elles ont beaucoup d'importance.
Pour vous dire, je suis allé voir le prêtre de Sommières. On m'avait dit qu'il était bien. J'ai parlé avec lui pendant 1 heure. Il m'a confessé, il m'a fait faire un signe de croix. Et il m'a dit quelques phrases qui m'ont fait bondir de joie. J'irai le revoir. Je suis habité, quoi, si vous voulez. C'est bien. Je suis habité par une dimension qui ne me quitte plus ou quasiment plus. Qui vous tire vers le haut. Qui me tire vers le haut. Vers le bonheur. Voilà, vers... oui. Mais il a fallu que je passe par une souffrance terrible pour en arriver là. Oui, c'est la maladie. C'est la maladie. Alors justement, dans le dernier chapitre, vous écrivez « Vous abandonnez aux soins réparateurs » et vous parlez du couple infernal dans le huis clos de votre corps. Et comment peut-on le comprendre ? Il faudrait que vous me formuliez votre question autrement. Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, je vais essayer de retrouver la phrase exacte, parce que j'ai pas une grande mémoire non plus. Vous avez travaillé. Ouais. À peine plus jeune. Vous disiez que vous êtes un couple terriblement condamné à cohabiter dans le huis clos dans mon corps. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais ce couple, justement, comment vous le représenteriez ? Parce qu'on n'est pas dans votre corps, donc forcément, on n'arrive pas à verbaliser, à imaginer, justement, qui est ce couple. Est-ce que c'est le bien, le mal, le noir, le blanc, l'homme, la femme, non, c'est le rêveur, le terre-à-terre ? Le couple infernal, comme vous l'appelez, puisque je l'ai écrit comme ça, c'est la joie de vivre et la peur. La peur du vide, de me tromper, de vieillir, peut-être de mourir, peut-être, c'est pas sûr. Et la joie de vivre qui peut prendre le dessus pendant plusieurs heures. J'arrive à être neutre pendant plusieurs heures maintenant, alors qu'avant c'était plus du tout le cas, j'étais complètement paumé, quoi. Je voulais que ça finisse, je voyais pas l'intérêt de l'existence. Et puis j'ai beaucoup évolué, j'y ai beaucoup travaillé, j'ai lu beaucoup, parce que je suis pas le seul, ni le premier, ni le dernier d'ailleurs, à éprouver cette sensation de couple maléfique. Mais j'ai appris la conquête du bonheur. J'en parlais, les petites joies minuscules, les petits détails, les pensées, un petit texto qu'on envoie, un message d'amour, même en 3 mots. Vous voyez ? J'ai appris à être heureux. J'étais insouciant à l'adolescence et dans l'enfance, vous l'avez fait remarquer très justement. Mais là, adulte, j'ai appris une joie de vivre qui est vraiment profonde, quoi. Qui est vraiment réelle, qui me fait du bien. Et qui est communicative, en plus. Alors, votre vie professionnelle vous a permis de très belles rencontres. Parmi ces personnalités, j'ai retenu celle d'Haroun Tazieff, on y a fait allusion tout à l'heure. Vous décrivez la nuit exceptionnelle passée sur un volcan au Nicaragua et votre émerveillement à tous deux. Ça m'a beaucoup frappé. Vous pouvez nous évoquer cela ? Oui, c'était un volcan qui venait d'entrer en éruption. Donc Tazieff a débarqué avec son équipe de 2 ou 3 volcanologues avec dans l'idée de descendre dans le cratère. Moi, je n'étais pas du tout compris dans l'histoire, évidemment, mais je me suis débrouillé. Je peux être assez malin quand il faut. J'ai discuté avec Tazieff, je lui ai dit que je ferais un article sur sa descente dans le cratère, ce que j'ai fait. Il m'a dit, viens avec moi alors. Donc j'ai passé la nuit dans le cratère en éruption avec un lac de lave immense et Tazieff pour moi tout seul pendant un long moment
puisque je lui avais promis d'écrire ce que j'allais faire. Je l'ai raconté dans un autre livre que celui-ci. Taziev, ça a été une rencontre placée sous le signe d'une amitié réciproque instantanée. J'ai beaucoup aimé cet homme. Mais j'ai beaucoup aimé la plupart des invités que j'ai interviewés, vous savez. J'en ai reçu beaucoup et j'ai gardé des liens, ou pas forcément gardé des liens, mais gardé des souvenirs inoubliables, quoi. J'ai retenu la phrase que Arun Taziev a dite à propos de ce volcan, comme une vision de l'origine. Ah oui, il disait ça. Ben, il faut voir ce que c'est. Un lac de lave, c'est une étendue de 300 à 500 mètres, une piscine olympique, avec des flammes qui sortent. La température est à plus de 2000 degrés. Et nous, on peut arriver à rester abrité avec des combinaisons en amiante. Ignifuge. Voilà, exactement. Et j'ai gardé de cette éruption volcanique un souvenir incroyable, quoi. Et Taziev c'était un gamin. Il avait 12 ans, quoi. Il était en face de ce qui le fascinait le plus dans la vie et il me l'a fait partager, quoi. Ouais. Et je me suis dit, si lui, à 70 ans, est capable d'avoir une mentalité d'un enfant de 12 ans, qu'est-ce que moi je peux y faire? Est-ce que je peux, moi aussi, me livrer au même exemple? Et je m'aperçois 50 ans après que oui. Mais vous l'avez bien exprimé. C'est gentil. Ben, c'était fort. Vous imaginez, c'était fort. C'était mieux que de faire le service militaire à Paris, quoi. Alors moi, ça sera la dernière question, et une question qui nous intéresse tous ici, je pense. C'est vous qui avez parcouru le monde, qu'est-ce qui vous a amené à vivre à Lek, mais d'une manière plus précise que tout à l'heure, parce que vous avez déjà répondu un peu tout à l'heure. aimer vivre à Lek, et vous aimez vivre à Lek, donc c'est bien, on est content. Oui, je suis très heureux ici. J'en parlais avec mon ami tout à l'heure. J'ai trouvé un équilibre de vie ici qui tient beaucoup au soleil. Le soleil est quand même très présent ici comparativement au reste de la France. Il n'y a qu'à voir les journaux télévisés en ce moment. Depuis quelques semaines, les malheureux du Nord et de l'Ouest sont malheureux. Étant toulousain, j'avais envie d'une ambiance méridionale. Je voulais pas de grande ville parce que Paris me convenait plus du tout. Et j'avais envie de prendre des vacances. Avec ma retraite, j'ai pu le faire. Et maintenant, mes vacances prennent la forme de livres. Est-ce qu'il y en aura un autre? Est-ce que je ferai autre chose? Un film, un DVD? Je sais pas, mais je vais continuer mon métier parce qu'il me plaît toujours autant. Vous voyez, c'était... Quand je regardais Drucker, que j'avais 12 ou 13 ans, chez mes parents, je me disais, je ferais comme lui. Je l'ai rencontré, c'est devenu mon meilleur ami dans le métier, il est ami avec beaucoup de monde. Mais moi, je sais qu'il m'a à la bonne. En tout cas, j'ai son portable. Et puis, il m'a reçu il n'y a pas longtemps pour me parler du livre, justement. Donc Lek est une ville, un petit village inspirant pour l'écriture. Ah oui. Oui, je me lasse pas de la vision qu'on a par la route quand on arrive de Salinelles, qu'on sort de la forêt et là il y a tout Lek et ça. C'est une vue splendide. C'est superbe. Ouais. Je me dis c'est chouette, je vis là. Eh ben c'est bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est très agréable de vous entendre. C'est réconfortant aussi sans doute pour les gens qui ont ce problème de cette maladie. Parce que je reviens de loin. Ça leur fait du bien, oui.
parce que je reviens de loin, il n'y a pas d'autre mot, quoi. On m'a dit, t'es fou, on va te dire, Augier, il est dépressif, il est malade mental. J'ai dit, je prends le risque. L'éditeur m'a dit, fais-le, tu auras un retour auquel tu t'attends pas. C'est pas un nombre d'exemplaires que ça va se jouer, c'est sur les salons littéraires où je vais aller en parler comme avec vous ou signer des dédicaces. Je vais avoir des contacts avec des gens que ça va toucher comme avec vous. Et ça me fait du bien, je me dis, j'ai pas été complètement inutile, quoi. J'ai eu envie de servir à quelque chose. Voilà. Je pense que des témoignages comme ça, pour cette maladie, c'est très important. Je vois pas mal de gens accompagnés par un enfant bipolaire ou qui me disent je vis avec une bipolaire qui s'ignore et j'en suis très malheureux. Et je leur dis surtout soignez-la, quoi. Soignez-vous dans tous les hôpitaux psychiatriques de France. À l'époque de mon père, c'était des électrochocs et ça s'appelait maniaco-dépressif. Maintenant, ils ont fait de tels progrès qu'on est complètement guéri, quoi. Et qu'on y participe. Merci Sylvain. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire cette interview. Avec plaisir. C'est gentil. Avant la fin de ce moment, est-ce qu'il y aurait des personnes dans le public qui voudraient poser une question à Sylvain Augier? Oui, j'avais une question par rapport au risque par rapport à la kétamine. Vous disiez qu'avec ce produit, l'effet de ce produit se traduit par des impressions de flottement, douce confusion à se situer dans l'espace ou le temps, mais surtout par l'apparition d'images positives, optimistes, directement issues du subconscient, qui apportent ainsi une joie de vivre bienvenue. Et je me demandais s'il n'y avait pas un risque à entre guillemets, se décharger par la kétamine et la demande d'hospitalisation quand on ne peut plus lutter seul par rapport à cette maladie. Je suis sûr d'une chose, pour avoir vécu les deux, une infirmière psychanalytique, psychiatrique, qui n'y connaissait rien, et une qui maîtrisait le truc parfaitement. J'en ai fait 10 séances, et j'en ai eu une seule sans résultat. Vraiment, rien à ressortir. Mais l'infirmière psychiatrique spécialisée dans la kétamine qui m'a fait parler pendant 40 minutes, c'est la durée de l'injection, m'a libéré d'une façon incroyable des pensées sombres que j'avais à ce moment-là. C'était il y a quelques mois. J'avais demandé la kétamine justement parce que j'en avais entendu parler. Maintenant, je sais qu'il faut qu'elle soit accompagnée par quelqu'un dont c'est l'expérience, le métier, l'analyse, la compétence, quoi. Voilà. Et je n'hésiterai pas à redemander à l'hôpital Carremo d'y revenir pour passer 4 jours et faire 8 séances de kétamine, quoi. C'est tellement magique. C'est américain, hein, ça vient d'un gaz qui est fait pour les chevaux, je vais vous dire. Il a fallu pas mal travailler le truc pour que ça soit applicable à l'homme, quoi. Mais la kétamine, oui, c'est l'avenir, c'est évident. Merci. Avec plaisir. Merci. Par rapport justement à ce que vous avez vécu, je pense qu'effectivement tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez partagé, les rencontres que vous avez effectuées, c'est ce qui vous a amené aussi à avoir une sorte d'humilité face à la vie et justement au bonheur que vous puisez tous les jours. Est-ce que vous avez dans un futur proche ou quoi l'idée ou l'envie, ou vous l'avez peut-être déjà fait, d'écrire quelque chose pour vos enfants, particulièrement pour vos enfants? Écoutez, ils n'ont pas lu le livre. Ça les a pas intéressés. J'ai l'impression qu'en tout cas, ils n'en ont pas parlé. Moi, je voulais pas les forcer, donc je sais pas si j'ai matière à écrire un livre sur la réaction de mes enfants. Non, pardon, c'est pas ce que c'est dans l'idée de transmission. Quand on prend un peu d'âge, c'est pas péjoratif, on réfléchit forcément à ce qu'on va devenir et ce que vont faire les enfants plus tard, et on a envie de laisser une trace, mais une trace plus personnelle vis-à-vis de ses proches que vis-à-vis du grand public, entre guillemets. Peut-être, c'est peut-être une bonne idée.
Mais il faut que j'y réfléchisse. Je vais y passer quelque temps. Merci. Merci encore déjà à vous d'avoir posé des questions. Merci. Merci à Véronique ainsi que Guillaume et Françoise pour ces questions. Merci à vous Sylvain pour vos réponses. Avec plaisir, vraiment. Pour se quitter, on va s'écouter le titre Né en 17 à Leidenstadt de Jean-Jacques Goldman que vous avez choisi. Pourquoi ce choix de musique ? Parce que ce sont des paroles... D'abord, j'adore Goldman, je trouve qu'il y a d'une intelligence et d'une humilité, d'une simplification. Je le connais pas mal, donc je peux en parler. Je trouve que c'est une chanson dont les paroles ont le plus de sens, puisque ça parle de l'hypothèse où il est né dans un village allemand pendant la Première Guerre mondiale. Mais si c'était le cas, si ça avait été le cas, est-ce qu'il serait différent de ce qu'il est aujourd'hui? Et je trouve qu'écrire en 3 minutes 30 une chanson qui résume ce phénomène-là, je trouve ça très fort. C'est un génie, Goldman. Voilà. Très bien. Très bon choix de musique. On va s'écouter ça. Encore merci et encore merci à vous, public, d'être venu nous voir ici au Temple de Lek. Bonne après-midi aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent et à vous aussi. Encore merci. Merci. Au revoir. Et c'est ainsi que se termine sa toute dernière interview, l'interview de Sylvain Augier, qui nous a quittés il y a quelques jours. Nous lui rendons hommage ce soir sur Radio Climat. Bien évidemment, nous ne pouvons pas diffuser l'entièreté de la chanson qu'il appréciait tant de Jean-Jacques Goldman, puisque à cause des droits d'auteur, puisque nous diffusons sur Facebook en ce mercredi 20 mars 2024. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était important de lui rendre un hommage donc à Sylvain Augier. Allez, tout de suite, nous allons parler d'une préoccupation qui concerne notamment les Pyrénées-Orientales, même s'il a plu un petit peu dernièrement, mais ça manque encore cruellement d'eau. Vous allez le voir dans l'analyse qui a été réalisée par Météo France aujourd'hui, que je vais vous livrer ce soir sur Radio Climat, alors qu'il y a d'autres régions au contraire où il y a eu trop d'eau, Ça, on l'avait déjà dit, mais on va le rappeler en donnant encore d'autres données météo. Et sachez que pour les croyants, même pour les non-croyants d'ailleurs, si vous avez envie d'y participer, vous pouvez prier aujourd'hui Saint Herbert pour ramener la pluie, en fait, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, si c'est la seule chose qui vous reste à faire, ne dites pas « Oh, mais j'ai pas envie de le faire parce que bon, voilà, ça fait partie de la religion, patati patata ». Ok, mais si vous avez tout essayé, de toute façon, l'homme n'a pas le pouvoir sur la nature. Donc voilà, vaut mieux le faire, même si vous n'y croyez pas. Et vous allez voir que ça s'est déjà passé dans le passé, justement. C'est le cas de le dire, puisque très souvent, à chaque fois qu'il y a eu des cérémonies, des processions, il a plu. Alors, certains diront oui, il n'a pas plu assez. C'est sûr, parce que s'il pleut tout d'un coup, il va y avoir des inondations. Mais si les gens continuent à prier, eh bien la pluie va petit à petit devrait revenir dans ces régions. Il faut juste avoir confiance, voilà, et la foi aussi. C'est pas donné à tout le monde, je le sais. Donc j'ai pas de leçon à donner à ce propos d'ailleurs. Mais enfin voilà. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et ça permet aussi de faire la transition aussi avec la page climatique réalisé par Météo France concernant, c'est vrai, parce que mis à part dans les Pyrénées-Orientales, on a eu quand même en France des cumuls de précipitations excédentaires en cette saison de recharge. Alors je vais vous dire en quelques instants, en gros c'est sur l'hiver en règle générale, quoi. Voilà, parce que là aujourd'hui nous sommes le 20 mars, donc le premier jour officiel du printemps astronomique au calendaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut faire un bilan sur la saison hivernale des pluies. Donc cette fameuse saison de recharge, qui donc est habituellement entre les mois de septembre et mars, eh bien c'est la période pendant laquelle les stocks d'eau peuvent se reconstituer, humidification des sols, remplissage des nappes, hausse du débit des rivières, reconstitution du manteau neigeux. Après 2 saisons de recharge déficitaire en pluie,
donc moins 20% sur la saison 2021-2022 et moins 10% sur la saison 2022-2023, eh bien la saison 2023-2024 s'annonce d'ores et déjà excédentaire en moyenne sur la France. Donc des précipitations souvent au-dessus des normales, sauf, comme on l'a dit, en Languedoc-Roussillon. Alors dans le détail et en moyenne sur la France, les mois d'octobre et novembre 2023 ont été fortement excédentaires, à respectivement 1,4 et 1,5 fois la normale, suivi du mois de décembre 2023 et janvier 2024, proche des normales à légèrement déficitaires. Les pluies ont ensuite fait leur retour avec un mois de février 2024 atteignant 1,5 fois la normale et un mois de mars 2024 qui devrait être dans la même lignée. Toutefois, tous les territoires n'ont pas été logés à la même enseigne. Si la Nouvelle-Aquitaine et le Nord-Pas-de-Calais enregistrent actuellement leur seconde saison de recharge la plus pluvieuse depuis 1959, donc si on prend en compte les données jusqu'au 18 mars, avec donc des cumuls respectivement de 870 mm, donc là plus 50% par rapport à la normale, et 700 mm, donc plus de 45%, eh bien le Languedoc-Roussillon a lui enregistré 450 mm, donc là un déficit de 25% en moyenne sur la région. De manière plus locale, on en parlait, les Pyrénées-Orientales ont enregistré seulement 228 mm et 290 mm sur l'Aude depuis le 1er septembre 2023. Le sud-est de la France a connu un épisode de forte pluie du 8 au 10 mars 2024 qui a principalement touché les départements du Gard, de la Lozère et de l'Ardèche avec des cumuls dépassant les 200 mm sur ces 2 journées. Ces valeurs ne sont pas exceptionnelles en comparaison aux épisodes méditerranéens que l'on peut rencontrer à l'automne. Alors voici quelques cumuls remarquables de précipitations enregistrés donc du 1er septembre 2023 au 18 mars 2024. Valeurs, on va commencer par les valeurs remarquablement faibles. 93,2 mm à Isle-sur-Tête dans les Pyrénées-Orientales, 107,8 mm à Leucate dans l'Aude et 119 mm à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Et à l'inverse, vous allez voir le gouffre qui est énorme. Là, pour le coup, les valeurs que je vais vous donner sont des valeurs remarquablement élevées. 1370 mm à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques, 1376,5 mm à Brennilis dans le Finistère, 1207,3 mm à Bingen dans le Pas-de-Calais et 1044,7 mm à Louzac-Saint-André en Charente. Alors du côté de l'enneigement, les Alpes bénéficient d'un enneigement très excédentaire en haute altitude, mais nettement inférieur au normal en basse altitude. Du côté des Pyrénées, l'enneigement tardif de fin février dernier ne permet pas de retrouver une situation normale pour la saison et les Pyrénées restent déficitaires en enneigement. En conséquence de ces pluies, les sols se sont fortement réhumidifiés grâce aux précipitations d'octobre et novembre 2023 et se sont ensuite maintenus dans des niveaux d'humidité proches des normales de saison en décembre et janvier avant de se réhumidifier à nouveau en février. Au 18 mars 2024, les sols sont en moyenne sur la France hexagonale plus humides que la normale. Cependant, sur les départements du Languedoc-Roussillon, les sols sont restés nettement plus secs que la normale sur toute la saison de recharge. Et pour finir, je vous l'avais promis, un focus sur les Pyrénées-Orientales. Et oui, sur le département des Pyrénées-Orientales, depuis janvier 2022, 22 mois ont été déficitaires en précipitations contre 5 mois proches des normales ou excédentaires. Tout au long de la saison de recharge, les sols se sont maintenus à un niveau digne d'un plein milieu d'été, en moyenne, sur le département. Malgré le retour de quelques précipitations fin février, celles-ci sont restées bien insuffisantes pour permettre un retour à la normale et les sols restent à un niveau record de sécheresse pour la saison. Donc voilà ce que l'on pouvait dire ce soir à propos des précipitations, du moins des cumuls de précipitations qui ont été excédentaires dans la plupart des régions françaises. Je dis bien dans la plupart, mais pas partout, vous l'avez bien compris. Allez, comme je vous l'ai dit aussi en début de live, ce soir c'est encore une émission spéciale hommage à Sylvain Augier. Et j'ai pas pu m'en empêcher ce soir. On va diffuser quand même, c'était pas prévu, mais un extrait de son émission phare, la carte au trésor, lors de la dernière saison qu'il avait présentée, et animée, c'était en 2005. Donc là, c'était
le premier épisode de la dernière saison présenté par Sylvain Augier. Donc c'était sur France 3 bien sûr, le 28 juin 2005 et je vous propose d'écouter quelques extraits, ça nous permettra de réécouter encore une fois la voix de Sylvain Augier qui nous manque déjà. Bonne écoute sur Radio Climat. Du côté du jeu, nous avons effectué quelques modifications. Et la nouveauté de la série 2005, c'est qu'il y aura une finale fin août, opposant les 2 meilleurs candidats de la saison. Pour en revenir à notre émission de ce soir, nous allons commencer cette série par un voyage dans le Grand Ouest, dans le Poitou-Charentes, plus exactement en Charente-Maritime. Et c'est la Saintonge, le pays de Saintes, qui va servir de terrain de jeu à nos 2 candidats de ce soir, c'est-à-dire le sud du département, entre Rochefort et l'estuaire de la Gironde. Dans ce secteur, l'occupation humaine est continue depuis le Paléolithique. Les vestiges romains y sont remarquables, tout comme d'ailleurs la profusion et la variété des sanctuaires romans du XIIe siècle. Nous allons découvrir une terre de lande calcaire, ponctuée de vallons marécageux et entourée par les marais de l'estuaire de la Gironde au sud et de la Seudre au nord. C'est dans ces marais où je me trouve maintenant que va débuter le jeu. Le temps pour moi de vous présenter le trésor d'une valeur de 4 500 €, ce petit vase en terre cuite, datant de 50 après Jésus-Christ, destiné à conserver les parfums et les onguents que vont tenter de remporter nos 2 candidats de ce soir. Je vous propose d'ailleurs de faire tout de suite leur connaissance avant de nous lancer dans une première énigme. Pour cette première émission, nous avons choisi Yann, qui vient de Gaillac, dans le Tarn. Ce célibataire de 32 ans est un vrai personnage, à la fois drôle et autoritaire, organisé et impulsif, surprenant et conventionnel. Cet entrepreneur milite pour la libération des nains de jardin et s'insurge par ailleurs contre l'injustice. La bêtise des hommes le navre, mais cela ne l'empêche pas de rêver de construire un jour un site mégalithique. Face à lui, Amélie, 31 ans, qui avait déjà été retenue lors d'un précédent casting. Elle est de Boulogne, près de Paris, et d'ailleurs elle s'en échappe dès qu'elle peut. Célibataire, elle apprécie les fêtes entre amis, le jeu, les rencontres et les voyages. Ses qualités de réflexion et quelquefois son obstination se retrouvent dans son métier de statisticienne. Fraîche et enjouée, elle déteste le manque de naturel et l'autorité et ne rêve que d'épanouissement et de découverte. Eh bien bonsoir à tous les deux, Amélie, Yann. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans la carte au trésor. Merci. Vous avez brillamment passé les sélections de notre émission, ce qui explique votre présence ici. Quelles sont tes motivations, toi? C'est gagner, jouer? D'abord jouer, en fait. J'aime beaucoup jouer toutes les formes, tous les styles de jeu. Ouais. Les jeux d'esprit, les jeux d'action. Je fais pas mal de sport. Et je trouve que la carte au trésor, c'est une bonne alliance de tout ça. Je pense que ça va être idéal pour toi, ouais. Et toi, Yann? Moi, disons que c'est tout simplement le jeu. Ça faisait longtemps que j'étais fan de l'émission. Et à l'heure actuelle, je travaille sur un projet de parc d'attractions dont les thèmes principaux sont la culture et les énigmes, tout comme votre émission. Et je trouvais ça important de voir l'autre côté de l'émission et donc de participer directement en tant que candidat. Eh bien, c'est parfait. Alors, du côté des coulisses, il faut que je vous explique que nous avons de nouvelles règles pour cette saison qui démarre. Vous allez commencer à pied dans un secteur réduit, c'est-à-dire ce village dans lequel nous nous trouvons. Et vous ne retrouverez votre hélicoptère qu'ensuite, pour le reste du jeu, et vous progresserez par secteur géographique. D'accord ? D'accord. À chaque énigme, donc, un secteur géographique particulier qui se trouvera au dos de votre carnet de route. C'est clair ? C'est clair. D'accord. Le jeu se déroule en 4 épreuves sous forme d'énigmes, et il y a une nouveauté cette année, une épreuve physique supplémentaire, en plus de celle du trésor. Il faut que je vous apprenne aussi que les 2 candidats qui auront été les meilleurs lors de cette saison 2005, qui commence aujourd'hui, seront retenus pour une finale qui aura lieu fin août. Alors autant vous donner à fond, ça vaut la peine, non ? Ouais. C'est clair. Eh bien, je vous remets maintenant vos carnets de route, Merci. que vous pourrez ouvrir dans un instant, et vous allez pouvoir aller regagner la ligne de départ du jeu, d'accord ? D'accord. Allez, à tout de suite. Et quant à vous qui nous suivez, sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations que vous souhaitez sur notre émission, sur la Charente-Maritime et les terroirs que nous allons découvrir, sur le site de France 3, france3.fr. C'est également sur ce même site, france3.fr, que vous pouvez jouer pour gagner un week-end pour 2 personnes en Europe, ou bien en téléphonant sur Audiotel au 32 45. Et bien entendu pour cela, soyez très attentifs lors de toute la durée de l'émission. Et tout de suite, je vous propose de découvrir en images le thème de cette épreuve qui va se dérouler dans ces anciens marais salants, devenu le premier bassin ostréicole de France. A tout de suite. Il y a 8000 ans, la mer a recouvert les terres basses du littoral. Puis, avec l'érosion, l'apport des alluvions des rivières et en plus l'évaporation de l'eau, la terre va peu à peu regagner sur les eaux, laissant à l'arrière des zones de marais.
L'extraction du sel y a commencé 2 siècles avant notre ère pour se poursuivre jusqu'au XVIIIe siècle après avoir fait la richesse de toute la région. Mais à partir de cette époque, l'économie s'est tournée vers le sel extrait des mines, entraînant l'abandon progressif de ces activités. Les marais furent alors convertis au début du XIXe siècle en ce qu'on appela les clercs, amorçant par la suite les débuts de l'ostréiculture moderne. L'énigme va porter sur l'un des derniers ostréiculteurs à affiner ses huîtres en clair, et pour vous aider à jouer avec nous, le mot chaland, bien utile pour se déplacer dans les marais. Abélie, Yann, Oui. vous êtes prêts à partir tous les deux pour la course aux indices de la Rose des Vents? Tout à fait. Hein, c'est-à-dire les 3 premières épreuves. C'est clair. Alors notez que vous pouvez dorénavant gagner 2 indices par épreuve, un visuel et un mot qui se rapportent bien sûr à la Rose des Vents. D'accord? D'accord. Ok. Vous pouvez maintenant ouvrir le carnet que je vous ai remis. Ok. Retrouvez Jérôme. Retrouvez Jérôme avant qu'il ne vide ses poches. Et vous avez en indice visuel Hermès 2, bien sûr, dont il va falloir certainement tenir compte. D'accord. Vous êtes prêts? Donc, au dos, vous avez compris que vous avez le secteur de jeu de cette première épreuve, c'est-à-dire la commune de Mornac-sur-Seudre. Mornac-sur-Seudre. Ok? bien. Ok. Allez, vous êtes prêts? Je déclenche le chrono. On y va? C'est parti. Top chrono. Bonne chance à tous les deux. Merci. Allez. Go. Alors là, je vois apparemment c'est un nom de bateau avec une matriculation. Donc Jérôme, peut-être qu'il est pêcheur. Des poches, ça peut être des filets. Donc on va aller voir vers le port. Faut que je trouve le port parce que je crois que c'est une inspection de bateau. Excusez-moi, monsieur. Vous savez où se trouve le port, s'il vous plaît? Oui, par là-bas. Merci beaucoup. Bonjour madame, c'est pour la carte au trésor. Si je vous montre la photo, Hermès 2, c'est un nom de bateau. Où se trouve le port? Le port est par là. Le port est par là? Merci bien. Retrouver Jérôme avant qu'il ne vide ses poches. Faut que je trouve quelqu'un qui s'appelle Jérôme. Je pense pas que ça soit ses poches de pantalon. Il s'agit donc pour nos candidats de chercher un ostréiculteur, comme le confirme l'indice visuel, indiquant le nom de son chaland, Hermès 2, et le terme de poche, qui n'est autre que le sac qui enferme les huîtres lors de leur élevage en mer. Ces 2 indications nous amènent à penser que ce dernier n'est pas dans les clairs, mais quelque part entre le lieu d'élevage, c'est-à-dire la mer, et le lieu d'affinage, c'est-à-dire Mornac-sur-Seudre, où nous nous trouvons, puisque c'est dans les clairs que l'on vide les poches. Yann, Oui. tu sais ce que c'est que les poches? Le mot poche? Bah, on peut dire qu'il y a plusieurs sortes de filets. Et généralement, des fois, il y a des grandes poches pour les grands chalutiers. Là, j'arrive sur le port, Sylvain. Ah, tu penses à un port de chalutier ici? Oui. On va voir. Bon, bah, écoute, à bon entendeur, chalut, hein? Salut, merci. Alors maintenant vers Amélie. Amélie, Oui, Sylvain. pourquoi vas-tu vers le port alors? Explique-moi. Parce que j'ai l'impression que la photo indice, c'est celle d'un numéro de bateau. Oui, Voilà, pour l'instant, c'est la seule intuition que j'ai eue. d'accord. Et Jérôme, dont il est question dans l'énigme, que ferait-il à ton avis? Mais ça, j'arrive pas encore à bien déterminer ce qu'il peut faire. Je pense pas qu'il vide ses poches de pantalon, mais Sans doute pas. Il te reste 25 secondes. Allez, vite. Arrive. Wow, ça c'est sportif. Allez, vite. Cours jusqu'à nous, 15 secondes. Allez, jette ça sur le trésor, vas-y. Tu peux ça au devant. Attention, 10 secondes. C'est ouvert. Bravo. T'as gagné. Ça, c'est une victoire. Félicitations, Yann. Tu remportes 4 500 €. Regarde. Merci. bravo. Le voilà, ce trésor. Merci, Sylvain. Il représente pour toi une valeur de 4 500 € qui s'ajoute aux 1 500 € que tu as déjà remporté. Donc, tu repars avec 6 000 €. 4 victoires qui vont te mettre en très bonne place pour la finale en fin de saison, fin août. J'espère. Tu t'es vraiment très bien battu. Je vous remercie parce que je me suis beaucoup amusé. Et c'est vraiment très bien. Je conseille à tout le monde de venir. Voilà. Bonne soirée. Wouh. Amélie, un mot avant que nous nous quittions? Bah non, moi je suis super contente pour Yann parce que c'est super ce qu'il vient de faire. On s'est bien amusés tous les deux, c'est vrai ce qu'il a dit. Et j'ai eu un petit peu moins de chance que Yann, mais je me suis quand même super bien amusé. T'es quand même bien amusé, hein? Là, les vues en hélicoptère, génial. C'était beau, hein? Ah ouais. Magnifique. Et je remercie tous les gens de la Charente à qui j'ai pas dit merci, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu.
surtout dans le port de la Saudre. Et là, vraiment bravo pour les gens. En tout cas, bravo à toi, tu t'es vraiment bien battu. Je crois qu'il est content. Alors, puisque tu conseillais à tous ceux qui nous auront suivis ce soir de participer à cette émission, eh bien justement, n'hésitez pas à le faire si vous avez envie, vous aussi, de participer à cette émission. Faites-le, envoyez vos candidatures au siège de France 3, 7 Esplanade Henri de France, 75 015 Paris. Et je vous rappelle aussi que si vous cherchez des informations sur l'émission que nous venons de vivre ensemble et sur la Charente-Maritime, vous pouvez consulter le site de France 3, france3.fr. Et si vous voulez jouer aussi pour gagner un week-end pour deux en Europe, toujours sur le même site france3.fr ou sur Audiotel 32 45. Voilà, j'espère que vous vous êtes autant amusés que nous ce soir et que nos deux candidats. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir prochain, à l'autre bout du monde pour une destination exceptionnelle en Nouvelle-Calédonie. Au revoir à toutes et à tous, bonne fin de soirée et à mardi prochain. Au revoir à vous deux. Et je voudrais juste dire bonjour à mes deux petites nièces, Marine et Anne, que j'aime beaucoup, et à tous les Camerounais aussi. Allez, gros bisous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Allez, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, bonne fin de soirée. À la semaine prochaine. Sur quoi fixons-nous notre regard? Quand on est dans son logement, on peut imaginer ce qui se passe dans la rue. Des gens qui vont et viennent, des voitures, des bus. Mais quand on est dans la rue, on ne se représente pas ce qu'il y a dans les maisons. On peut passer chaque jour devant un hôpital en ne pensant qu'à ses petites affaires, jusqu'au jour où l'on y entre pour être soigné. Alors on découvre tout un monde, et on dit « Tout cela était si près et je ne le savais pas, je n'y pensais pas ». C'est la même chose avec la vie. On longe la façade, c'est tout. Et juste là, derrière, il y a les mystères de la création qui voudraient nous parler. Il y a la pensée de l'éternité. Il y a l'amour de Dieu. Il y a des paroles divines qui nous attendent, pleines de lumière. Jésus n'en finit pas de nous dire que nos yeux ne sont pas assez ouverts et que nos oreilles n'entendent pas. Il ne voudrait pas que nous passions seulement à côté de la vie, comme il nous voit passer à côté de tant de choses. Jésus aimerait que nous tournions nos regards vers lui, dans les moments faciles ou plus difficiles. Il arrive parfois qu'il nous prive de ce qui nous semblait si important pour que notre regard se tourne vers l'essentiel, vers ce qui engage notre vie présente et notre avenir éternel. C'est pourquoi, lorsque nous traversons l'épreuve, regardons vers lui. Seigneur, que veux-tu m'enseigner? Que veux-tu me faire voir? Seigneur, donne-moi ta force pour traverser cette épreuve avec toi et en sortir plus proche de toi. Voilà, et puis un petit mot pour vous dire que nous enrichissons notre offre d'infos. Si vous voulez en savoir plus sur nos sources notamment, allez sur ce QR code qui s'affiche. Vous pouvez le scanner et retrouver les sources donc de tous nos reportages. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre fidélité. Tout de suite, le journal Météo Climat d'Anaïs Baïdemir qui nous annonce de la douceur. Et on en profite d'ailleurs pour leur souhaiter un très bel anniversaire à toute l'équipe qui fête aujourd'hui ses 1 an. À 20h, Anne-Sophie Lapix pour le JT. Nous, on se quitte avec ces images qui nous viennent d'Inde. Regardez, où on célèbre l'arrivée du printemps avec une fête de couleurs. Vous comprenez, j'imagine, pourquoi. Et vous voyez pourquoi. Passez une très très belle journée. On se retrouve demain, 13h. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27. Retrouvez la météo avec pourlespersonnesâgées.gouv.fr, le site officiel pour tout savoir sur les aides, les droits et les démarches. Pourlespersonnesâgées.gouv.fr. Retrouvez la météo avec Petit Navire. Petit Navire, le goût de l'essentiel. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est le printemps sur le calendrier aujourd'hui et dans le ciel également. Des températures jusqu'à 7 degrés au-dessus des normales de saison avec cette ligne instable tout de même qui s'est mise en place ces dernières heures dans l'ouest de la France qui va nous concerner pour ces prochaines heures. Nous allons retrouver des conditions anticycloniques mais également l'arrivée d'un front à partir de vendredi. Pour l'heure, cet après-midi, on retrouve donc du soleil sur pratiquement toute la France. Ces orages qui vont éclater du sud de la Bretagne en descendant vers la région Midi-Pyrénées. Des averses également sur les Pyrénées ou encore l'est du pays
pays. Quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion avec le vent qui va souffler jusqu'à 80 km/h. Les températures pour votre après-midi, des valeurs jusqu'à 23 degrés du côté de Clermont-Ferrand, 22 à Bordeaux, 20 degrés à Paris et 15 degrés sur le Finistère ou encore sur le Cotentin pour la minimale. Ce soir, cette zone orageuse va se décaler du sud de l'Île-de-France vers le Massif central. Des orages localement violents vers la Nouvelle-Aquitaine et toujours ces entrées maritimes autour du golfe du Lion et quelques ondées vers les frontières du nord-est ou encore l'est de la France. En matinée, cette zone instable va se décaler sur le flanc est avec toujours des averses localement orageuses. À l'arrière, on trouve quelques passages nuageux, mais dans l'après-midi, c'est le soleil qui va dominer sur les 3/4 du pays. Un ciel plus nuageux le long des côtes de la Manche. Ces averses orageuses présentes encore dans l'est du pays, débordant vers le Massif central et quelques nuages vers les Pyrénées. Les températures en matinée comprises entre 4 degrés à Aurillac jusqu'à 12 degrés à Nice et dans l'après-midi, toujours ces valeurs printanières jusqu'à 7 degrés au-dessus des normales de saison et on attend jusqu'à 23 degrés dans le sud-ouest de la France. Alors pour la suite, au niveau des températures, une baisse très sensible va se mettre en place pour le week-end après le passage d'une perturbation entre vendredi et samedi. Vendredi, journée ensoleillée sur les 3/4 du pays. En fin d'après-midi, arrivée de cette perturbation qui donc va traverser le pays pour la journée de samedi. On retrouvera un ciel de traîne pour le week-end sur une grande partie du pays et beaucoup de vent. Très belle journée. C'était la météo avec pourlespersonnesâgées.gouv.fr, le site officiel pour tout savoir sur les aides, les droits et les démarches. Pourlespersonnesâgées.gouv.fr.